vous êtes journaliste, je vous ai présenté, vous animez ce service des décodeurs qui est particulièrement connu, actif et apprécié du public. La question qui me vient à l'esprit en écoutant tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'un monde où l'information coule à flot dans une telle quantité, c'est un monde où on a finalement plus besoin des journalistes pour découvrir, en fait, on a besoin des journalistes pour comprendre. Est-ce que vous partagez cette idée? Au fond, on est aujourd'hui plus informé, mais peut-être plus mal informé, moins bien informé qu'il y a quelques années. Et comment vous voyez votre rôle dans une démocratie habitée par le numérique, c'est-à-dire où l'information est disponible presque partout, en tout lieu, en tout temps? C'est intéressant, j'ai commencé ce métier en 2006. En 2006, il faut se dire, je pensais là à l'instant, ça faisait donc à peu près 6 ans, j'ai plus la date exacte, c'est 2001, qu'on avait enfin la transparence sur les salaires des collaborateurs ministériels. Jusqu'en 2001, les collaborateurs ministériels étaient payés en liquide sur les fonds spéciaux divisés. Pas sur les fonds spéciaux du groupe. Les primes, donc qui sont quand même une grosse partie de leur rémunération, les ISP, étaient payés en liquide jusqu'en 2000. Donc c'était il y a quand même pas si longtemps. J'ai commencé ce métier, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et une chose intéressante, il y a sans doute une analogie à faire entre ce qui arrive aujourd'hui aux politiques par rapport à la société et au numérique, nous est arrivé à nous aux médias avant. On était déjà en première ligne de ça. Moi j'ai vu émerger les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et on a vu émerger l'audience et la capacité à sentir et à essayer de répondre aux besoins de l'audience qui a beaucoup changé des choses dans les esprits des journalistes et des médias. Jusque-là, on était un peu, vous savez, le côté magistère moral du média qui prescrit des choses, qui dit ça intéresse le public, ça ne l'intéresse pas. On s'est aperçu qu'en fait, quand on avait un feedback des gens via les réseaux sociaux, ce feedback-là n'était pas forcément et même rarement ce que nous on estimait être important, n'était pas forcément ce qui était important aux yeux des gens. Donc les réseaux sociaux nous ont beaucoup transformés dans notre manière d'appréhender l'information. Et nous ont beaucoup apporté parce que je pense que écouter les besoins de ces lecteurs et essayer d'y répondre, c'est intéressant. Il y a un peu plus d'un an, juste avant qu'on lance le projet des décodeurs, c'était une des choses qui l'a inspiré. On fait beaucoup des directs sur le monde.fr, on a fait un direct pour François Hollande annoncer le pacte de responsabilité. Nous, on se demandait, les questions qui nous venaient à l'esprit de journalistes, c'était est-ce que c'est un tournoi libéral, comment les sont partis à réagir. Les questions que nous posaient les lecteurs dans le live, c'était mais c'est quoi la charge sociale? Et donc finalement, voilà, ce qu'ils attendaient, c'était pas qu'on leur parle de nos stratégies politiques, c'était qu'on leur explique tout simplement c'est quoi la charge sociale. Donc ça, c'est entre autres pour ça qu'on a créé les décodeurs, pour répondre à ça. Pour revenir sur la question de l'information et ses limites, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui m'impressionne toujours, vous prenez un adolescent moyen, il ne lit jamais un journal, il ne regarde pas les informations, il ne les écoute pas à la radio, et pourtant il les connaît. Il les connaît peut-être de loin, il les connaît peut-être mal, mais il les connaît. Alors comment il les connaît? Ça passe par des filtres qui sont les réseaux sociaux, ça passe par des connaissances, par des choses qui peuvent être complètement décalées par rapport à l'information institutionnelle qu'on veut lui donner. Et ces canaux-là, ils sont compliqués à saisir parce qu'ils changent tout le temps. Il y a 3 ans, c'était Twitter, aujourd'hui, c'est Snapchat. Dans 2 ans, il y aura probablement autre chose. Et à chaque fois, c'est une nouvelle manière de s'informer. Il y a une dimension assez ludique. Il ne reste en fait que les informations un peu ludiques, un peu amusantes, souvent. Donc comment on navigue là-dedans et comment on fait de l'information là-dedans, c'est quelque chose qui est effectivement difficile et qui change beaucoup. Une autre anecdote amusante, c'était aussi en 2006 et j'étais aussi au début de mon métier, un politique dont je perds le nom, tellement actif, mais à l'époque, Jack Lang donnait une interview au Nouvel Obs disant, en expliquant que Sissi était populaire, et d'ailleurs la semaine précédente, il était au Vieilles Charrues et son ami Jamel l'avait fait monter sur scène, et le public l'avait applaudi, c'était merveilleux. Information qui, vous vous en doutez, n'était pas tout à fait vraie. Le truc, c'est qu'il dit ça au Nouvel Obs, qui ne vérifie pas son interview, ça passe sur le site du Nouvel Obs. Qu'est-ce qui se passe? Les lecteurs voient ça, et du coup, des milliers de commentaires, de mails, etc. affluent vers le Nouvel Obs, qui du coup s'aperçoit que c'était bidon. Il y a 10 ans auparavant, avec un courrier des lecteurs, cette information, elle aurait pu passer telle quelle. Là, le contrôle citoyen, entre guillemets, avait donc, du coup poussé le Nouvel Obs à publier un correctif, à refaire une enquête, et Jack Lang était, voilà, un peu passé par rigolo. C'est aussi ça, je pense, la force de l'époque actuelle, c'est la capacité des citoyens, via les réseaux sociaux, via d'autres plateformes, via d'autres choses, de s'impliquer et de faire changer la décision, que ce soit d'un média qui part dans une mauvaise position, qui va subir ce qu'on appelle un bad buzz de la part des internautes, qui va se faire traiter de nom d'oiseau pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il bouge de position, que ce soit pour un politique qui a du mal aujourd'hui, je pense, à échapper, même si c'est pas toujours joyeux ce qu'on peut prendre sur les réseaux sociaux, c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir ce feedback-là. On a une espèce de retour du citoyen à ce niveau-là au moins, qui paradoxalement se fait dans une période où l'abstention est la plus forte. Et par ailleurs, on ne constate pas vraiment de retour démocratique et participatif. Néanmoins,
est un endroit intéressant, et pour les politiques, et pour les journalistes, pour être en prise directe avec une opinion qui souvent a des choses à dire, a envie de dire des choses, qui je pense finit par arriver à faire changer des choses. Pour en rester sur une dernière chose, après j'arrête, sur les questions d'open data, puisque donc au décodeur on fait aussi beaucoup de data journalisme, ce qui, quand j'ai commencé ce métier, ça n'existait pas. Ça n'existait pas d'une part parce qu'on n'avait pas les technologies, mais aussi parce qu'on n'avait pas les données. Sur les collaborateurs épidémistes, pour en rester là-dessus, on a eu les données qu'à partir de 2000, je crois qu'on a les données chiffrées qu'à partir de 2008. Et quasiment personne n'avait été étranger, puisque c'était à l'époque des fichiers PDF de tableaux assez moches. Quand j'ai voulu le faire, il y a 2 ans, en fait, j'ai fait déjà quelques jours à bloquer des tableaux. C'était un peu décourageant. On s'est battu pour que ces données soient disponibles en open data, je crois qu'elles le sont depuis cette année. Et c'est aussi ça, c'est cette question, au-delà de la communication, de la vraie accessibilité aux données et de la vraie transparence. C'était tout le problème de l'autorité de la vie publique quand elle a publié les déclarations d'intérêt des élus l'année dernière, l'été dernier. Elles étaient manuscrites, je ne sais pas si c'était des scans de choses manuscrites écrites en pâte de mouche, où chaque député avait un peu fait sa vie, mis des chiffres avec des charges, sans des charges, des salaires. Voilà, Jacques Miard avec le Vive la France sur sa fiche, c'était du grand n'importe quoi, peu récréatif. Si récréatif que ça, oui. Parce que je pense qu'il y avait une grande peur de ça. Finalement, on a trouvé quoi? On n'a pas trouvé grand-chose. Enfin, on a trouvé quand même d'autres cas, mais qui avaient été signalés. Et finalement, est-ce que c'est terrible? On peut demander un an après, il n'en est pas sorti grand-chose. Les citoyens qui veulent peuvent s'informer sur les intérêts de leurs élus, c'est quand même la moindre des choses. Pour moi, ça me paraît des choses assez basiques. Je pense qu'il y a une grande peur de la transparence dans la classe politique française, et qui est sans doute un peu dommage parce que je pense qu'il y a un décalage souvent entre les générations par rapport à une opinion qui n'est pas forcément désireuse de lyncher les élus, et surtout désireuse que les élus rendent des comptes. Merci.